Bonjour et bienvenue au ACA Insurance Days 2021, le rendez-vous incontournable du monde de l'assurance et de la réassurance. Pour cette 9e édition, nous avons sélectionné 17 speakers de Luxembourg et d'ailleurs, tous d'horizons différents, pour redessiner l'assurance de demain. Les ACA Insurance Days 2021, ce sont encore 2 dates. Le webinaire d'aujourd'hui, 1h30 d'échanges et de discussions, puis une séance académique, le 25 novembre, en format hybride, en distanciel et en présentiel, à guichet fermé. Nous ferons l'honneur d'être présents le ministre des Finances, Pierre Gramegna, le directeur du commissariat aux assurances, Thierry Flamand, et une keynote speaker de renommée internationale, Inga Beale, la première femme CEO des Lloyd's of London. Vous êtes déjà plus de 1200 à vous être inscrits sur notre plateforme, entièrement à votre disposition. Vous y retrouverez tous les détails nécessaires sur notre programme, les speakers, les intervenants, sponsors et partenaires. Tout le contenu est disponible en français et en anglais. En sélectionnant la langue de votre choix, vous pourrez suivre notre webinaire dans votre langue préférée. Alors profitez-en. Je me permets de revenir sur quelques messages que nous avons eus suite à notre premier webinaire. N'oubliez pas, pour changer la langue, de bien rafraîchir votre page et également de faire pause puis lecture afin de bien avoir la langue de votre choix dans l'audio. Pour la 2e année consécutive, l'ACA organise, en partenariat avec la Loft, les ACA Innovation Awards. 9 startups vous proposent des pitchs pour vous informer et chercher à capter votre attention dans un seul but, que vous votiez pour elles. Alors, rendez-vous sur notre plateforme, au village des startups. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour voter. Et c'est Pierre Gramegna, en personne, notre ministre des Finances, qui remettra au vainqueur le trophée sur scène. Grande nouveauté pour cette année 2021, l'ACA Challenge. 4 vainqueurs, 4 gagnants recevront pour la session académique et son dîner une invitation. Nous récompensons ici les internautes les plus actifs sur notre plateforme. Il vous reste un peu plus d'1 heure pour accumuler un maximum de points. Le nom des gagnants sera révélé à la fin de la matinée. Alors allez-y et faites exploser les compteurs. Les ACA Insurance Days, et vous le savez bien plus que moi, ce sont aussi du networking. Grâce à notre plateforme, vous pouvez chatter, échanger des contacts, agrandir votre réseau et même poser des questions à nos invités. Et ce n'est pas fini. Nos sponsors, nos partenaires, nos startups vous attendent dans les stands virtuels. Alors allez-y, profitez-en. Aujourd'hui, nous vous proposons 2 formats. Un expert talk qui traitera une question cruciale pour notre secteur. Comment lutter efficacement contre les risques émergents, anticipation, action ou réaction. Puis, In Discussion With, j'aurai le plaisir d'interviewer une experte en assurance vie sur un sujet incontournable, le private equity, miracle ou mirage. Sans plus attendre, c'est au tour de Sarah Hartmann, conseillère juridique et fiscale à l'ACA, d'accueillir sur notre plateau un membre du comité de direction du commissariat aux assurances, un spécialiste en cybersécurité, ainsi qu'un expert prospectiviste. Et si vous ne savez pas ce qu'est exactement un expert prospectiviste, encore une bonne raison de rester avec nous. Nous allons parler de risques climatiques, de cyber, de ransomware. Vous allez en apprendre beaucoup sur ces risques émergents. N'oubliez pas de poser toutes vos questions dans le chat. Nos invités vous y répondront. Sarah, c'est à toi. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce second Expert Talk des ACA Insurance Days édition 2021. Le sujet du jour, les risques émergents, action ou réaction. Alors, si ce panel avait eu lieu en 2019, je ne lui aurais sûrement pas donné ce titre. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, le Covid est passé par là et s'est installé dans nos vies.
Et si la crise sanitaire nous a appris quelque chose de fondamental, c'est que personne n'était prêt. En décembre 2019, lorsque les premiers cas de maladie ont été détectés en Chine, combien d'entre nous auraient pu parier sur un confinement planétaire quelques semaines plus tard? Et encore aujourd'hui, qui peut dire quand ça finira, alors que nos espoirs de voir cette maladie derrière nous vont et viennent au rythme des difficultés et des rebonds qui s'accumulent. C'est bien ce qui caractérise les risques émergents, l'incertitude. Lorsque j'ai préparé ce panel, il y a une cartographie des risques que j'ai eu envie de vous montrer parce qu'elle m'a beaucoup interpellée. Est-ce qu'on peut afficher le slide de la cartographie, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Comme vous le voyez sur ce slide qui est bien chargé, il y a quand même de quoi être pessimiste face à cette multitude de risques qui planent autour de notre avenir. Et au milieu de cette incertitude dans laquelle nous sommes forcés de naviguer, parfois à vue, une chose est sûre, c'est qu'il faut s'habituer à ce type de crise parce qu'elle est amenée à se renouveler à une fréquence toujours plus élevée. Alors, comment traiter cette problématique des risques émergents? Comment lutter efficacement contre des risques dont les contours sont sans cesse en mouvement et les effets impossibles à tous anticiper? Dans quel camp êtes-vous? Action ou réaction? Je vous ai posé cette question sur notre plateforme et regardons ensemble les résultats. Vous êtes donc très nombreux à penser que l'action est nécessaire et encore plus nombreux à voter pour une combinaison action-réaction. Je n'ai pas vraiment été étonnée par le résultat de ce sondage parce que vous qui nous regardez et vous tous qui avez voté, vous êtes ici parce que vous faites partie de la communauté de l'assurance. Et donc ce thème des risques émergents ne vous est pas inconnu. Le risque, c'est le fondement de notre métier d'assureur. Et l'assurance a un rôle à jouer, c'est plus que clair. Un rôle qui a de multiples facettes d'ailleurs. Par exemple sur le climat, les assureurs, en tant qu'investisseurs institutionnels, peuvent contribuer à faire bouger les lignes. Et puis un rôle plus traditionnel aussi, dans la réparation. Et là aussi, beaucoup de choses se passent avec les catastrophes climatiques récentes qui vont nous toucher, qui nous ont touchés. Les modèles doivent se redessiner. Et ces modèles mettront certainement de plus en plus l'accent sur le rôle en matière de prévention que peut jouer l'assureur. Voilà, le Covid nous l'a prouvé, le peu probable, l'incroyable peut se produire et malheureusement, certains risques prennent la place qu'ils devraient avoir seulement une fois qu'ils se réalisent. Pandémie, catastrophes climatiques récentes au plus près de chez nous ont été des catalyseurs pour la prise de conscience et des moteurs pour la mise en œuvre de mesures concrètes. Passer de la théorie à la pratique. Avec ça, on touche au cœur des problématiques sur les risques émergents. Alors, ce panel n'a bien sûr pas pour objectif de traiter tous les aspects, couvrir tous les risques ou répondre à toutes les questions qui se posent sur ce sujet qui est très vaste. Mais le défi des panélistes qui m'accompagnent aujourd'hui sera de partager avec vous leur expertise et de débattre de ces questions. Une précision, pour des raisons logistiques, ce panel a été tourné il y a quelques jours. Mais nos panélistes et moi-même sommes en ce moment derrière nos écrans et pourront interagir avec vous sur le chat. Donc n'hésitez pas à réagir. Sans plus attendre, je suis ravie de vous présenter ces experts qui m'accompagnent. Valérie Schepers, membre du comité de direction du commissariat aux assurances, responsable de la non-vie et de la réassurance. Olivier Desbier, responsable du département prospective au sein du groupe AXA à Paris. Et Cédric Mouny, Risk Manager et Head of Cyber Security Services chez Telindus. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cet Expert Talk. Alors, pour commencer avec les questions, Valérie, après cette introduction plutôt anxiogène, j'ai envie de vous demander, le régulateur est-il inquiet? Alors, j'ai envie de vous répondre non. Maintenant, en tant que régulateur, on n'est jamais non plus complètement serein. Mais en tout cas, depuis le début des mois de crise, donc je dirais le printemps 2020 et jusqu'à la fin de l'été, on a eu des contacts extrêmement fréquents avec nos assureurs, surtout les plus grands d'entre eux. Et on a choisi cette période simplement parce que les marchés financiers étaient vraiment secoués à ce moment-là. Ensuite, on a également multiplié les contacts avec nos homologues à l'étranger, que ce soit via des plateformes de collaboration de l'EIOPA
ou des accords bilatéraux, comme nous en avons beaucoup, notamment avec le régulateur britannique, qui est un peu notre interprète privilégié en Grande-Bretagne. Et puis, nous avons lancé une grande enquête à l'automne 2020 afin de couvrir alors tout le marché et de voir quels avaient été les impacts pour l'ensemble de nos assureurs directs. Alors que ce soit des impacts financiers, mais aussi les impacts opérationnels et finalement leur perspective. Qu'est-ce qui leur fait peur, en fait, par rapport à la fin de crise. Toutes ces informations et toutes ces communications que nous avons faites ont réussi à nous conforter finalement dans l'idée que le secteur avait été extrêmement résilient et très bien organisé aussi pour faire face aux défis opérationnels qui se sont posés au printemps. Alors que finalement, d'un jour au lendemain, il fallait quasiment passer en télétravail à 100% pour tout le monde. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Donc malgré tout, il y a plusieurs lignes d'activité qui ont été fortement impactées. En envie, je pense aux assurances annulation d'événements. Je pense aussi aux assurances de perte d'exploitation qui ont vu leur charge de sinistralité augmenter de façon importante, mais les assureurs ont pu faire face et ils ont pu payer, provisionner les sinistres sans que cela pose de problèmes de liquidité ou sans que cela pose des problèmes de solvabilité. Ça, c'est du court terme. Maintenant, si on essaye de se projeter à moyen et à long terme. À moyen terme, qu'est-ce qu'on a observé pendant la crise ? Eh bien, que les assureurs ont eu une presse relativement mauvaise à cause du refus de payer certaines pertes d'exploitation qui n'étaient pas couvertes. Je pense notamment au secteur de l'ORECA. Certains contrats d'assurance ne les couvraient pas et l'assureur a donc, à raison, décliné son intervention. Même si c'était évidemment une position qui était justifiée, c'est toujours compliqué de l'expliquer et de l'expliquer surtout auprès du grand public en fait. Donc à moyen terme, nous pensons en tant que commissariat qu'il est important de restaurer la confiance, de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de communication envers les clients pour bien expliquer ce qui est couvert, ce qui est exclu, éventuellement proposer des extensions de couverture là où c'est nécessaire, mais en tout cas bien expliquer les choses. Et on ne peut que souligner plusieurs initiatives que l'on voit de plusieurs assureurs, de clarifier en fait les conditions contractuelles, de faire des wordings plus clairs pour bien délimiter le périmètre des couvertures et que ce soit compréhensible par tout le monde et pas uniquement par une petite population d'initiés. Ça, c'est à moyen terme. Maintenant, à long terme, les impacts ne sont pas encore très bien définis, notamment pour l'assurance santé. On voit des cas de Covid long, c'est-à-dire des malades qui, plusieurs mois après leur rétablissement théorique, continuent à présenter des symptômes, notamment des symptômes de fatigue extrême, qui les empêchent de reprendre leurs activités professionnelles comme avant. Autre exemple d'impact potentiel pour l'assurance santé, ça va être les cas de pathologies préexistantes qui n'ont rien à voir avec le Covid, qui nécessiteraient une intervention, une opération chirurgicale, mais qui ne peut pas être faite dans les délais à cause du fait que les unités de soins intensifs sont encore très fortement mobilisées pour soigner les cas de Covid graves. Quel est l'impact à long terme de ces opérations qu'on ne peut pas réaliser ? Est-ce que ça ne va pas déclencher sur des maladies plus graves ou d'autres pathologies qui vont se déclencher ? Tout ça, ça reste encore à définir. Et finalement, on peut apprécier les derniers mois un retour à une relative normalité. Aujourd'hui, on a un panel qui est un panel présentiel. On peut se parler, on peut se voir sans masque, on peut communiquer, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et le confinement nous a vraiment tous poussés vers un certain isolement social. Et si autour de ce panel, on n'est peut-être pas la tranche d'âge qui a le plus souffert de la situation, finalement, je pense quand même à nos aînés qui étaient seuls à la maison et qui ont été seuls pendant très longtemps, et aussi aux adolescents qui sont à une période de leur vie où on va construire sa personnalité en fonction des contacts, des échanges qu'on a avec l'extérieur. Donc ce sont des thèmes de santé mentale, c'est un peu plus difficile à aborder, mais là-dessus, on n'a pas encore une vue très précise, très claire sur ce qui va advenir dans le futur. On voit qu'il y a une certaine interconnexion entre plusieurs risques. Olivier ? Oui, alors pour rebondir effectivement, donc à la fois sur votre introduction, Sarah, et sur les éléments présentés par Valérie, je pense que ce que nous apprend la situation qu'on est en train de traverser, en espérant qu'on soit
plus proche aujourd'hui de la sortie de la crise, on peut essayer de rester optimiste. C'est que donc ces grands risques dont on parle et dont on a pu déjà avoir un aperçu sur la slide que vous avez partagée, ils ne sont pas que théoriques. Ils existent, ils peuvent se manifester. Et une de leurs caractéristiques, c'est lorsqu'ils se manifestent, ils se manifestent de manière violente. C'est ce qu'on a pu observer avec la crise. Et une deuxième caractéristique, c'est effectivement l'interconnexion de ces grands risques. On a commencé avec une crise d'origine sanitaire avec donc le Covid-19, qui a ensuite eu des effets économiques et sociaux, qui a aussi eu en rebond, on y reviendra certainement, des effets aussi sanitaires, notamment sur la santé mentale des individus. Donc je pense une des caractéristiques, en tout cas c'est ce que partagent les prospectivistes, c'est qu'on montre dans un monde, dans une ère, avec des crises à répétition. Et donc cette interconnexion des grands risques. Vous savez, dans le vocabulaire des prospectivistes, on parle souvent de black swan, donc des événements qui sont très incertains, mais qui ont des impacts très puissants. Et le Covid on est un exemple, une nouvelle fois, qui montre que ce n'est pas que théorique, mais que ça peut se manifester également dans la pratique. Donc l'incertitude, la complexité, c'est certainement ce qui nous attend dans les années à venir. Mais effectivement, il faut qu'on soit, on peut regarder ça de manière aussi avec sérénité, notamment quand on est comme nous dans des positions dans le secteur de l'assurance. L'incertitude, le risque, c'est la matière première des assureurs qui ont effectivement cette relation un peu ambivalente. Si le risque est trop important, il n'est pas soutenable, ça peut être compliqué à gérer. Mais à l'inverse, lorsqu'on peut commencer à l'affiner, à mieux le comprendre, en s'appuyant sur des chercheurs, sur des experts, alors à ce moment-là, on peut commencer à l'encadrer et à trouver des solutions pour le mitiger. Je crois que ce qui est intéressant aussi, là je parle vraiment avec ma casquette de prospectiviste, c'est que ce qui est important, c'est que si on prend le risque pandémique, c'est un risque qui était, par exemple, dans certains classements, il était identifié depuis plusieurs années. Non, pas forcément très très haut, il était identifié. Ce qui est intéressant au moment où on est en train, une nouvelle fois en espérant, on est en train de sortir de la crise, c'est finalement qu'est-ce qui va en rester. Il y a des choses qui sont un petit peu attendues, parce qu'une crise, finalement, moi je trouve que ça ne crée pas quelque chose, c'est un effet de révélateur sur des fragilités qui existaient. Alors en Europe particulièrement, certainement sur les systèmes de soins, sur les hôpitaux, les besoins peut-être en termes de réanimation. Tout au début de la crise aussi, sur le fait qu'on avait une forte dépendance pour tout ce qui était blouses et masques par rapport à des pays. Et donc ça pose des questions de souveraineté sur l'accès à certains biens essentiels pour gérer ce type de crise. Donc ça, finalement, c'est un petit peu attendu. C'est lié à la crise, c'est un effet de révélation. Puis c'est aussi un effet d'accélérateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a des conséquences qu'on n'aurait pas forcément pu envisager. Une des premières conséquences, effectivement, c'est que sur ce risque pandémique, qui dans notre vocabulaire d'assureur était plutôt classé en vie, finalement, impact sur la santé, on en a parlé, ça a aussi des impacts très puissants en lien avec des fermetures administratives de commerce et comment on devait ensuite gérer cette problématique-là. Donc un effet sur des business non-vie. Et puis l'autre chose, finalement, qui est aussi, je trouve, extrêmement intéressante, c'est qu'on voit que ça a modifié les manières de vivre, les manières peut-être d'occuper des territoires en Europe, avec des gens de centres urbains qui ont commencé à aller un peu plus à la campagne, etc. Ça a modifié considérablement de manière de travailler aussi. D'ailleurs, c'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on est tous, je pense, assez à l'aise avec des outils numériques. On est tous assez à l'aise pour pouvoir travailler n'importe où. Donc, on rentre vraiment dans ce mode un petit peu plus hybride. Et tout ça, c'est pas forcément une conséquence qu'on aurait pu envisager liée à une crise pandémique. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est que d'une part, il faut accepter une part d'incertitude, et puis il y a des conséquences qu'on ne pourra pas toujours anticiper. Mais pour autant, ça nous montre aussi qu'il faut qu'on soit toujours en train d'essayer d'imaginer les conséquences de certaines situations. Et c'est le rôle notamment de la prospective, d'essayer d'éclairer ça, parce que pour mitiger les risques, la première chose, c'est de pouvoir les comprendre et de pouvoir les anticiper. Merci. Donc, tu l'as bien expliqué, en fait, il y a ce côté négatif, l'incertitude, mais c'est aussi quelque chose dont les assureurs se servent et peuvent transformer certainement en positif. Toi, Cédric, Moi, je commence. Bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation. J'ai commencé avec une anecdote. En fait, on a vu, et on en reparlera, je pense aussi, des risques climatiques et des risques environnementaux, avec les tempêtes, des événements violents localisés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu à titre personnel sur mon téléphone une alerte météo qui me permettait en fait d'anticiper certains phénomènes météorologiques qui étaient vraiment locaux sur ma commune. Donc ça, c'est un point intéressant sur les opportunités. Après, du point de vue du risk management et du risk manager,
le risque, en fait, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Et c'est vraiment ça qui est intéressant de noter. On a des objectifs, chaque société a des objectifs, et en fait, c'est quelle est l'incertitude d'atteindre ces objectifs ou peut-être de les dépasser avec des opportunités. Donc c'est vraiment ces deux axes-là qu'il faut prendre en compte du point de vue risk management. Et sous ma casquette de responsable sécurité, j'ai aussi le point de vue où la cybersécurité, c'est avant tout une gestion des risques. Parce qu'effectivement, avec les changements qu'il y a eu avec la pandémie, on est passé d'un mode télétravail, ça a ouvert de nouvelles opportunités pour pouvoir continuer les activités. Heureusement qu'il y a eu ça, on en reparlera, je pense. Mais ça a également offert, du point de vue des attaquants, des opportunités pour pouvoir perpétuer d'autres actes et avoir d'autres impacts. Donc il y a quand même les aspects positifs et négatifs, mais il ne faut quand même pas oublier les aspects positifs. Tant mieux. Et il y a quand même quelque chose qui moi, me frappe vraiment, et Olivier, vous l'avez mentionné, c'est que le risque pandémique, il était quand même dans les classements depuis quelques temps, et même encore en 2019, dans les tout derniers classements qui sont sortis avant la crise, il était, on va dire, relativement haut. Alors, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est de se dire, est-ce qu'avec les autres risques émergents qui apparaissent dans les classements, on doit s'attendre à la même chose? Parce que je l'ai dit en introduction, en fait, personne n'était prêt, alors que c'est arrivé quelques mois après certains classements qui sont sortis et qui mentionnaient ce risque. Et j'ai d'ailleurs en fait demandé aux personnes qui nous regardent aujourd'hui de voter en fait sur la plateforme et d'établir un classement des risques qui leur paraissent le plus préoccupants pour le secteur. Et on va regarder ensemble les résultats. Donc il y avait 10 propositions et il fallait en fait établir ce classement sur 3 horizons de temps, donc à 2 ans, 5 ans et 15 ans. Et comme on peut le voir, en fait, finalement, sur les 3 horizons, on a le même trio de tête, mais dans un ordre différent. Donc sur l'horizon à 2 ans, on a les cyberattaques qui arrivent en tête, puis changement climatique et instabilité géopolitique. Et ensuite, sur les horizons 5 ans et 15 ans, on a le même classement avec le changement climatique qui passe en tête, les cyberattaques et l'instabilité géopolitique. Olivier, qu'est-ce que vous pensez de ces résultats ? Alors oui, non, c'est très intéressant parce que donc, vous savez, alors AXA, on publie aussi nous chaque année un classement des risques. Donc c'est le AXA Future Risk Report. Donc on interroge 2500 experts du secteur et depuis l'an dernier aussi de la population générale dans le monde entier, en fait, environ une dizaine de milliers de répondants, pour justement aussi classer et hiérarchiser ces risques. Alors j'ai regardé pour préparer notre échange aujourd'hui. Depuis 2018, finalement, on a toujours le même podium, si je résume. Et puis il y a une exception pour 2020, je vais revenir. Donc le même podium, c'est d'abord le risque de changement climatique, en première position. En deuxième position, c'est le risque cyber. Et en troisième position, c'est le risque d'instabilité géopolitique. Donc là, je dirais, on retrouve un petit peu nos petits ici. Et donc bien sûr, l'an dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le risque pandémique qui a bouleversé un petit peu ce podium, qui était le risque numéro 1 en 2020. En 2021, en revanche, c'est le risque climatique qui est repassé en première position devant le risque pandémique. Après, juste ce qui est intéressant par rapport aussi à ces risques, c'est que le classement, il varie un tout petit peu selon les géographies. Je vais commencer par les Amériques et notamment les États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le risque cyber qui est classé numéro 1. Si on regarde du côté de l'Asie ou de l'Afrique, c'est toujours le risque pandémique qui est en première position en 2021. En Europe, en revanche, c'est le risque du changement climatique qui a donc repris la première position en tant que risque majeur. On a parlé tout à l'heure donc de l'intrication de ces grands risques les uns par rapport aux autres. Moi, je trouve que le risque climatique, il est quand même très particulier parce que c'est un peu, en termes de caractéristiques de grands risques, c'est un petit peu la matrice des autres risques. D'ailleurs, si on prend la situation du Covid, il y a pas mal d'hypothèses qui évoquent que le fait qu'on ait pu être à proximité de ce virus-là et qu'on soit de plus en plus à proximité de ce type de virus à l'avenir, c'est la combinaison d'un effet du réchauffement climatique et aussi de l'urbanisation de certains espaces qui fait qu'on va se rapprocher d'espèces animales desquelles on était jusqu'à présent à distance. Un autre exemple pour notre ami qui est plus dans les aspects cyber, si vous avez une problématique liée à une inondation ou une catastrophe naturelle violente, ça peut aussi toucher des infrastructures critiques qui peuvent donc avoir en rebond des impacts sur la cybersécurité de certaines infrastructures. Autre exemple, si vous avez des températures qui augmentent, plus de pollution dans les centres urbains, vous allez probablement avoir une augmentation également des maladies respiratoires. Un exemple très concret, effectivement, qui a déjà été cité tout à l'heure par Valérie, sur la santé mentale. Alors, il se trouve que dans nos études de prospective, on avait travaillé sur ce sujet il y a 2 ans. C'est effectivement cette interconnexion
avec des nouvelles formes d'anxiété qui sont liées au climat. Donc, ce qu'on appelle des éco-anxiétés. Il y a même un concept qui s'appelle la solastalgie, qui évoque le fait qu'on commence à avoir peur et à craindre la disparition de ressources naturelles qui nous entourent parce qu'on imagine qu'elles sont menacées à terme. Et donc, ça crée des nouvelles formes d'anxiété. Et c'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Donc, il y a une étude qui est sortie récemment, mondiale, sur 10 000 personnes, pays du Nord, pays du Sud, qui montre que 59% des jeunes 16-25 ans sont particulièrement concernés par les problématiques liées au changement climatique. Et il y en a près de 1 sur 2 qui expliquent que ça génère des anxiétés qui les pénalisent dans leur vie quotidienne. Donc c'est quelque chose quand même qui est extrêmement puissant, avec donc des rebonds effectivement sur la santé mentale. Et ce qui est intéressant dans les grands risques, c'est que je pense que la santé mentale, elle apparaît quand même à 15 ans et à 10 ans, mais plutôt vers le bas. Donc voilà, c'est typiquement pour nous un risque qui peut être un petit peu sous les radars, et ça peut être voilà, quelque chose d'assez important pour la prochaine décennie. Et j'aimerais revenir aussi sur un concept dont vous nous avez déjà un peu donné quelques éléments. Et il y a aussi Adrien qui avait fait du teasing sur ça lorsqu'il avait présenté la précédente session des ACA Insurance Day. Je pense que là, tout le monde se pose la question. Dites-nous en plus sur ce que c'est la prospective et ce que fait un prospectiviste. Oui, alors ça c'est une question que moi je passe beaucoup de temps à expliquer ce que je fais, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, y compris avec des collègues qui sont pas très loin de moi. Donc maintenant je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Et alors il y a quelque chose qui est assez, c'est ironique, mais avec la situation qu'on a vécue, finalement, vous vous souvenez, si on retourne 1 an et demi en arrière, début 2020, on avait beaucoup dans les médias et partout des interrogations sur ça va être quoi le monde d'après. À quoi va ressembler le monde d'après? On sent qu'il y a une transformation majeure qui arrive, que ça va modifier nos manières de vivre. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui ne va pas rester? Finalement, la prospective, c'est ça. C'est essayer de comprendre des transformations à l'œuvre dans la société et leur impact dans le futur. Donc, on est résolument tourné vers le futur. Pour une définition un peu plus académique, en tout cas la définition qu'on en a nous chez AXA, c'est le fait d'explorer des futurs possibles, avec des S à futur et à possible. Donc c'est l'hypothèse que, d'une part, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, heureusement, sinon j'aurais pas de job. Le futur, on peut pas le prédire, mais en revanche, on peut essayer de l'explorer. On peut essayer de l'anticiper et on peut même agir dessus. Et je pense que c'est particulièrement vrai quand on a un secteur qui est assez puissant comme peut l'être celui de l'assurance ou de la finance. Effectivement, la compréhension qu'on a des risques aujourd'hui et des actions qu'on peut entreprendre, ça va avoir un impact effectivement sur le monde de demain. Après, ce que je voudrais juste préciser par rapport aux grands risques qu'on a mentionnés, et aussi pour essayer d'être encore plus précis sur ce qu'est la prospective, souvent on a tendance à expliquer la différence entre le forecast, donc la prévision, et la prospective. Donc les forecasts, par exemple, si on prend le sujet du changement climatique, c'est ce que font les experts du GIEC, avec des hypothèses de réchauffement. Il y a des prévisions, 3 scénarios d'hypothèses. Est-ce qu'on va être à plus de degrés, à plus de degrés 7, à plus 3 degrés, et les conséquences que ça peut avoir. Donc ça vraiment, c'est la prévision, c'est du forecast. En prospective, ce qu'on essaie aussi de faire, on peut essayer de s'interroger sur des scénarios complètement différents de ceux de tendances qui seraient dessinées. La prévision, c'est je prends finalement des signaux d'aujourd'hui et je projette dans le futur en imaginant que le futur, c'est une continuité parfaite du présent. Dans la prospective, on essaie aussi des fois d'injecter des ingrédients un peu plus surprises finalement pour essayer peut-être d'imaginer ce que pourrait être un black swan, justement, comme on l'a vu avec la pandémie, et ce que ça pourrait avoir comme effet. Donc c'est une approche qui est complémentaire d'autres approches existantes. Et la manière dont on le fait, en tout cas nous, dans mon entreprise, c'est à la fois de s'inspirer et de travailler avec la science. Donc on a une prospective qui est basée sur la science, sur des données, mais aussi d'y injecter des éléments plus créatifs pour essayer d'imaginer le monde des fois dans 10, 15 ou 20 ans. Nous, c'est un petit peu les horizons temporels sur lesquels on travaille. Et de s'inspirer par exemple de la fiction, parce qu'on a des éléments extrêmement concrets sur ce à quoi pourrait ressembler le futur. Et l'objectif, c'est une nouvelle fois d'essayer d'être plus à l'aise avec l'incertitude et d'essayer de se préparer, d'anticiper des situations qui pourraient apparaître. D'accord. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont finalement menées sur ce thème des risques émergents, sans forcément mentionner le nom émergent. Nous tous, on peut lire partout des informations sur certains de ces risques, en particulier risques climatiques, cyber, et même santé mentale parfois. Et ces réflexions, on le voit aussi, et vous l'avez dit Olivier, elles sont quand même menées aussi beaucoup par les entreprises d'assurance. Mais il faut quand même le dire, le secteur privé ne pourra pas résoudre à lui seul tous les problèmes. Les États sont aussi au premier plan. Et là, je me tourne vers vous, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les initiatives qui sont en cours ou à venir au niveau du législateur, ou plus particulièrement du régulateur ?
Oui, volontiers. Alors, je ne vais pas vous faire toute une liste exhaustive de la régulation qui est en cours de travail ou qui a été votée et qui va bientôt entrer en vigueur. Sinon, ça va être encore plus anxiogène que votre cartographie des risques émergents. Et ce n'est pas le but aujourd'hui, je pense. Avant de commencer, peut-être sur ce thème-là, je voudrais revenir sur une fonction toute particulière dans les entreprises d'assurance qui, pour nous, est un interlocuteur essentiel. Donc, vous nous dites à raison que les entreprises ont ce genre de réflexion de façon assez poussée pour essayer de comprendre le monde qui les entoure et de voir comment s'y préparer. Et dans toutes ces réflexions, il y a un interlocuteur, une fonction qui est essentielle, c'est la fonction de gestion des risques. La fonction de gestion des risques, c'est vraiment la fonction de contrôle de deuxième ligne qui va avoir le recul nécessaire sur les activités de l'entreprise, sur son profil de risque, afin de mieux identifier quelles sont les menaces et peut-être aussi les opportunités pour l'entreprise, mais en tout cas les menaces. Et nous, en tant que régulateurs, c'est vraiment une fonction qui est essentielle. On va multiplier les contacts avec, puisque nous voyons uniquement la réalité de l'entreprise à travers le prisme de ce qu'elle nous présente en fait. Nous ne sommes jamais aussi bien informés que l'entreprise elle-même, donc maintenir ce contact en interne avec les vrais spécialistes, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce n'est pas un hasard si Solvabilité 2 a défini cette fonction comme une fonction clé, et nous sommes bien d'accord avec cette classification. Alors maintenant, pour en revenir au changement de réglementation, il y en a énormément à venir, et tous sont porté sur un objectif principal de la Commission qui est vraiment la protection de l'environnement et aussi comprendre les impacts du réchauffement climatique. S'assurer que ce réchauffement climatique, qui maintenant, on le sait, a un impact quasi avéré sur la fréquence, sur la sévérité des événements de type catastrophe naturelle, comprendre si les citoyens européens vont être protégés par rapport à cela. Donc, ce que je dis n'est pas une surprise pour nos assureurs, parce qu'ils répondent de plus en plus à de multiples enquêtes que nous leur envoyons, que ce soit de la part de la Commission ou que ce soit de la part de l'EIOPA, puisqu'ici, les priorités de l'EIOPA et de la Commission sont vraiment bien alignées. Et donc, nous devons travailler pour fournir des chiffres sur quels sont les événements historiques, tout le côté empirique des catastrophes naturelles, comment les assureurs ont réagi par le passé, qu'est-ce qui est resté à charge des citoyens, et dans le futur aussi des scénarios qui ne se sont pas encore produits, est-ce qu'ils sont couverts, est-ce qu'ils ne sont pas couverts, est-ce qu'il est possible de trouver des garanties. Donc la Commission veut vraiment comprendre s'il y a des trous dans le panel de couverture d'assurance qu'un citoyen européen peut trouver dans les pays dans lesquels il va habiter. Voilà. Par rapport à la réglementation, donc on va tourner beaucoup autour du changement climatique. La réglementation déléguée d'avril 2021 impose aux entreprises maintenant de mettre des notions de durabilité au cœur de leur organisation, que ce soit par la fonction de gestion du risque, on en a parlé un petit peu plus tôt de son importance, mais également la fonction actuarielle qui doit prendre ces aspects-là en compte dans le calcul du best estimate. Il y a aussi l'intégration à prendre dans la politique de rémunération, dans l'implémentation du principe de la personne prudente. Donc là, on est plutôt du côté actif. Donc on le voit, la Commission essaye de couvrir tous les aspects organisationnels de l'entreprise et de dire là où la durabilité fait du sens, il faut le mettre, il faut l'intégrer en fait. Un petit peu plus proche de nous, parce qu'on en a discuté il n'y a pas tellement longtemps, c'est la révision de la directive Solvabilité 2 qui a été proposée par la Commission. Et là aussi, les entreprises doivent maintenant intégrer des scénarios de changement climatique au sein de leur ORSA. Donc des scénarios quantitatifs, essayer de quantifier les impacts d'un réchauffement à plus 1,5 degré ou plus 2 degrés. Et quand on a fait une étude sur le marché il y a à peu près 2 ans, nous avons constaté en tant que régulateur que certaines entreprises avaient déjà commencé les réflexions à ce sujet-là. Donc le réchauffement climatique est déjà inclus pour certains dans les ORSA, mais uniquement d'un point de vue qualitatif. Au niveau du quantitatif, on n'a encore rien vu de très concret. C'est compliqué, évidemment.
On voit aussi un niveau de préparation qui est relativement différent. Si on parle des entreprises de taille moyenne ou des entreprises plus importantes ou des entreprises qui font partie d'un grand groupe international et qui vont recevoir du support de l'étranger, d'une équipe finalement comme celle d'Olivier et qui peut supporter aussi les entités légales dans leur réflexion sur ces impacts. Alors, d'autres réglementations concernent la disclosure, donc la publication d'informations des entreprises sur les produits qu'ils vendent et l'impact sur l'environnement des produits qui sont vendus, l'impact aussi des portefeuilles d'investissement sur l'environnement. Donc là, il s'agit de faire des publications à destination du marché, à destination des investisseurs, mais aussi des clients, pour être plus transparent sur ce qu'on fait et comment on le fait dans une optique de durabilité. Et puis enfin, on peut parler d'un aspect un petit peu plus technique, un petit peu plus mathématique, et qui sont les travaux que EIOPA est en train d'initier pour refondre la formule standard ou pour recalibrer la formule standard afin de tenir compte de cette déviation dans la fréquence et dans la sévérité des événements de type catastrophe naturelle. On sait que le passé n'est plus maintenant un bon prédicteur du futur, en fait. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Là-dessus, EIOPA est peut-être un petit peu en retard par rapport à certains fournisseurs de modèles externes, comme le sont RMS, R ou EKECAT, dont le travail est vraiment de modéliser des périls naturels et qui, eux, il y a plusieurs années, en sont déjà venus à la conclusion qu'il fallait quitter le monde empirique pur, c'est-à-dire le monde où on va considérer la sinistralité du passé et l'utiliser comme un prédicteur parfait du futur, mais on va utiliser de plus en plus des modèles de type physique, des modèles météorologistes en fait, pour essayer de prévoir des événements qui ne sont peut-être jamais survenus, mais dont la probabilité de survenance n'est pas zéro, et essayer de voir quels sont les impacts alors sur les portefeuilles des entreprises. Et justement, sur ces prédictions, ces modèles, il y a aussi un autre type d'acteur qui a certainement un rôle clé à jouer sur les risques émergents, c'est les réassureurs. Et donc vous, Valérie, qui êtes en charge de la réassurance au sein du commissariat, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos constatations sur leur approche aux réassureurs vis-à-vis de cette thématique ? Oui, donc les réassureurs, ils vont être soumis aux mêmes réglementations que les assureurs directs. Donc tout ce qu'on vient de discuter, ça les concerne également. Une différence entre un réassureur et un assureur direct, c'est qu'un réassureur, en général, a un spectre de risque qui est beaucoup plus varié qu'un assureur direct, et il a un spectre géographique, une empreinte géographique qui est aussi plus diversifiée. Ce qui fait qu'au fil des années, il a collecté plus de données qu'un assureur direct. Et pour lui, les aspects modélisation sont de ce fait pas plus aisés, mais en tout cas aussi plus pertinents. Un assureur direct aura tendance en fait à couper ses pics de sinistralité et à les transférer vers un réassureur. Donc pour un réassureur, disposer de modèles mathématiques précis qui permettent d'évaluer les pertes futures, les pertes probables, est encore plus crucial que pour un assureur direct, de par cette exposition un peu plus systémique que pour un assureur direct. Alors, en revanche, ils ne gardent pas le travail qu'ils font égoïstement pour leurs propres besoins, mais on sait que les réassureurs ont tendance à supporter, à donner une aide technique aussi aux assureurs directs. Et bien sûr, dans ce cas-là, les intérêts des deux étant alignés, c'est quelque chose qu'il est tout à fait approprié de faire. Donc, les assureurs directs et les réassureurs, ils sont tous ensemble sur le même bateau pour essayer de comprendre ces impacts futurs du changement climatique et dans quelle mesure les portefeuilles peuvent être différemment impactés par rapport à la sinistralité du passé. Et un risque qu'on n'a pas encore trop développé, c'est le risque cyber, donc on va s'y intéresser d'un peu plus près maintenant. On l'a d'ailleurs vu un peu plus tôt, il est arrivé premier au niveau du classement issu de la plateforme et il est généralement aussi repris très haut dans les autres classements. Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état de préparation face à ce risque ? Alors, je vais être assez négatif pour commencer. Aucune société ne peut être prête tant que ça ne lui est pas arrivé. En revanche, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas se préparer. Ça, c'est clair. Donc, il faut se préparer avec cette option et ce scénario en tête d'un jour, d'un sinistre informatique qui aura vocation de bloquer un système d'information, qui aura vocation d'une fuite de données. Enfin, il y a énormément de scénarios qui peuvent arriver. Aucune société ne peut se prétendre être prête tant que ce n'est pas arrivé. En revanche, comme je le disais, c'est vraiment de sa responsabilité de se préparer.
nous, on dit une compétition se gagne à l'entraînement. C'est-à-dire, il faut répéter, il faut se préparer, il faut réfléchir, il faut avoir son plan, il faut avoir sa stratégie en place. Il faut savoir où sont ses ressources les plus importantes, où sont les données les plus importantes de la société. Et en partant de là, de pouvoir se préparer et de créer justement ces scénarios de réaction. Ces scénarios de réaction incluent également la liaison avec un partenaire sécurité qu'il faudra appeler le jour J, parce que seule une société ne pourra peut-être pas le faire, ne pourra peut-être pas pouvoir traiter le sinistre et de pouvoir redémarrer. Donc il y a tous ces éléments-là. Pourquoi ? Parce qu'aussi les attaquants sont de plus en plus organisés. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on voit. Les attaquants s'organisent en écosystème. Les attaquants, il y a des groupes spécialisés qui vont voler des accès. Il y a des groupes, après, ils vont les revendre. Ils vont être achetés par des groupes spécialisés qui vont exploiter ces accès et ils vont ensuite être revendus pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, il faut vraiment se préparer parce qu'en fait, dans la perspective, on se dit, et ça rejoint des discussions qu'on avait eues avant, c'est des groupes d'attaquants vont aussi cibler des secteurs d'activité entiers. Pour eux, ça va être beaucoup plus efficace de cibler des secteurs d'activité puisque un même secteur d'activité partage les mêmes ressources, utilise les mêmes outils. Donc du moment où ils trouvent une porte d'accès potentielle, ils vont pouvoir multiplier les victimes. Ça aura aussi une conséquence importante et vraiment néfaste sur le système sociétal et sur l'économie au sens large. C'est-à-dire, et on l'a vu au moment de la pandémie, des attaques sur les hôpitaux vont avoir des conséquences assez sérieuses pour l'ensemble de la population. Donc on peut se dire aussi la même chose, le jour où des attaquants vont décider de cibler des secteurs d'activité entiers, il va y avoir aussi des problèmes pour pouvoir réagir. Donc c'est vraiment important, c'est la préparation pour pouvoir avoir une meilleure réaction. Et j'ai un peu envie de te demander, mais alors, on a dit, avec le Covid, les entreprises ont été assez résilientes, elles ont réussi à continuer à travailler, voilà, les gens ont réussi à se mettre en home working, en tout cas pour les entreprises qui le pouvaient, et en particulier dans notre secteur, le secteur financier. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, alors que c'est sûr, le digital aura pris une place encore plus importante qu'il a maintenant, dans 10 ans, s'il y a voilà, une cyberattaque d'ampleur qui paralyse tous les systèmes, et là, voilà, quelle va être la capacité de résilience des entreprises en général face à ce type de situation où voilà, tout est planté. Ça, c'est vrai, le risque. C'est vraiment un risque de dépendance. Et l'exemple est très bon en se disant, aujourd'hui, l'année dernière, les sociétés ont pu démarrer, ont pu continuer à travailler grâce au télétravail. Parce que les réseaux sont prêts, les outils sont prêts. On avait parlé des outils de communication. Est-ce qu'on se disait, il y a quelques années encore, on allait peut-être gérer 10 outils de communication pour garder le contact avec ses partenaires, avec ses clients, avec ses collaborateurs? On a pu le faire. C'était en 2020. Est-ce qu'il y a 10 ans, on avait parlé de l'Agrippa? Est-ce que ça aurait pu arriver? Est-ce qu'on avait de tels moyens? Je ne sais pas. En revanche, aujourd'hui, on a clairement une grande dépendance sur ces outils-là. On a parlé il n'y a pas très longtemps d'un dysfonctionnement chez Facebook. Il y a encore eu, il y a quelques jours, il y a eu un dysfonctionnement chez Google. Et en fait, il y a un vrai risque de dépendance pour les sociétés si leur stratégie repose uniquement sur des acteurs tierces de ce type-là et si elles ne pensent pas à des voies alternatives. Typiquement, je connais des sociétés qui utilisent WhatsApp comme outil de communication en cas de crise dans leur système. Effectivement, ça va bien fonctionner. Parce que si leur système d'information est totalement arrêté, WhatsApp continuera de fonctionner. Sauf que le jour où un Facebook, par exemple, arrête a un problème au niveau des activités, il y a eu des dysfonctionnements sur WhatsApp. Ce n'est pas pour pointer du doigt les grands acteurs, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a pu continuer à travailler pendant ces instants-là, mais c'est pour les sociétés de se mettre vraiment dans l'esprit d'un risque majeur et d'une interruption d'activité. Quelles sont les options qu'il pourrait y avoir justement pour elles pour pouvoir continuer à travailler? Et on ne peut pas reposer tout sur le digital. Et justement, quand on a préparé ce panel ensemble, il y a un exemple dont tu m'avais parlé et que j'aimerais beaucoup que tu nous redises aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, je disais, on ne peut pas tout reposer sur le digital pour une raison simple. C'est on a fait des gestions d'incidents où les systèmes d'information sont totalement arrêtés. Les serveurs de fichiers sont chiffrés, il y a une demande de rançon, donc on n'accède plus aux ressources. Mais si on n'accède plus aux ressources, on n'accède plus non plus aux procédures qu'on avait si bien préparées avant. On n'accède plus à l'annuaire. Donc l'adresse book avec tous ces contacts, le contact du régulateur, le contact des clients, des partenaires sécurité, on risque de plus les avoir. Donc c'est peut-être paradoxal de dire ça aujourd'hui, mais une impression papier de l'organigramme, des procédures d'urgence et des annuaires, ça peut quand même sauver des entreprises le jour où il y a un problème, il y a un sinistre majeur.
Et Olivier, en tant que prospectiviste, je suppose que ce type de scénario un peu catastrophe avec confinement d'ordre plutôt numérique, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ou qui vous parlent. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un très intéressant ce risque du cyber. J'ai essayé de définir, enfin de regarder avec différentes caractéristiques de ce que ça peut évoquer. La première chose, il est particulier pour le secteur de l'assurance parce que d'une part, c'est un risque qui est très important pour nos clients, mais c'est aussi un risque qui concerne le secteur de l'assurance parce que c'est vrai que mentionner que parmi, je dirais, les champs prioritaires des attaquants, il y a tout ce qui peut être aux données de santé. On sait que beaucoup d'assureurs ont des projets ou des produits, services dans ce domaine-là et donc ils peuvent aussi faire l'objet d'attaques. Donc c'est voilà, c'est à la fois un risque dont on doit se protéger nous-mêmes, et c'est aussi un risque aujourd'hui et à l'avenir dont on va essayer de protéger nos clients. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Une deuxième caractéristique qui est effectivement qui est intéressante, si on fait le parallèle entre les trois grands risques et leurs effets, donc on a parlé Covid, changement climatique et cyber. Covid, donc c'est une crise globale, c'est un impact global, et puis comme c'était rappelé en introduction, en un mois, le monde entier s'est retrouvé confiné. Donc il y a eu un choc qui était assez homogène dans le monde entier. Le changement climatique, la particularité, c'est que c'est un risque qui est global également, mais ces manifestations vont être, elles, asymétriques, pas forcément toujours au même endroit. Certainement d'abord les pays côtiers, les populations près des côtes, dont certains territoires, ça va être plus des sécheresses, dans d'autres cas plutôt malheureusement, comme on a pu le vivre ici, des inondations. Donc c'est un risque qui est aussi global, mais avec des manifestations asymétriques et pas forcément pour tout le monde au même moment. Le risque cyber, de ce point de vue-là, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a connu avec le Covid. Et effectivement, si on filait la métaphore, un incident majeur donc pourrait paralyser le monde entier et on pourrait se retrouver finalement effectivement à se retrouver confiné numériquement. Donc pendant le Covid, ce qui s'est passé pendant l'an dernier, c'est qu'à l'inverse, quand on était confiné physiquement, on a passé notre temps à utiliser des services qui avaient été designés pour pas qu'on ait à se rencontrer, etc. Donc que ce soit pour des séries sans aller au cinéma, que ce soit pour des échanges par visio ou autre sans avoir à se rencontrer physiquement, se faire livrer des marchandises, etc. À l'inverse, un incident cyber majeur, on se retrouvait complètement isolé. Donc ce serait, maintenant qu'on a pris l'habitude, est-ce qu'on pourrait continuer à travailler ? Comment est-ce qu'on travaillerait? Est-ce qu'on pourrait continuer à s'envoyer des mails? Alors je sais qu'ici au Luxembourg, il y a un niveau de sécurité qui est très élevé, donc peut-être que les mails pourraient circuler encore à l'échelle du territoire, mais je ne sais pas si ça pourrait dépasser les frontières. Comment est-ce qu'on pourrait vivre quotidiennement pour pouvoir payer, etc. Donc oui, ça pose des questions qui sont assez intéressantes, et du coup on peut imaginer construire des scénarios, commencer à construire des scénarios aujourd'hui, et imaginer, comme le disait Cédric, comment on se prépare et comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions peut-être dégradées dans certains cas pour pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible le temps que l'incident soit résolu. Oui, parce qu'on est tous connectés et interconnectés en fait. C'est vraiment ça le point aujourd'hui. Un de nos slogans, c'est de se dire protéger notre client, mais en fait, c'est protéger nos clients et protéger les clients de vos clients. C'est la responsabilité de chacun dans l'écosystème d'avoir un niveau de protection pour tout l'ensemble de l'écosystème. Et en fait, on a besoin de tous les acteurs, et on s'en est rendu compte au moment de la pandémie. Mais c'est exactement ça, on a besoin de tout le monde, et on a besoin que chacun mette sa pierre à l'édifice pour sécuriser l'ensemble de la chaîne. Oui, peut-être, je voulais aussi rebondir là-dessus, parce que le risque, quand on parle du risque cyber, c'est vrai que c'est un grand risque. On a peut-être des images aussi qui nous viennent de la science-fiction, avec des gens avec des capuches, des choses très sophistiquées. Et en fait, parfois, ça parle de choses toutes bêtes. Alors, je sais nous, on est beaucoup formés dans le monde de l'assurance. On reçoit sans arrêt des vrais faux mails, donc il faut faire attention. Alors, comment je regarde l'expéditeur? Est-ce que je clique ou pas sur le lien? Est-ce que j'ouvre la pièce jointe? C'est comme ça que ça se développe. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'ingénierie sociale. Moi, par exemple, si on commence à aller voir sur les réseaux sociaux ce que j'aime, on va dire tiens, il fait de la prospective. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Ah si, j'ai compris maintenant ce que c'est. Je vais lui envoyer un vrai faux programme d'une conférence sur le futur. Ça va l'intéresser. Donc, c'est aussi on a tous une responsabilité. On est tous formés. Moi, je suis très formé, sensibilisé au niveau professionnel, mais c'est aussi très utile dans ma vie plus personnelle parce qu'on peut tous être, la surface d'attaque, elle est gigantesque et on peut tous être un maillon faible à un moment donné si on ne fait pas attention, par laquelle des pirates peuvent essayer de s'introduire dans les systèmes d'information pour les mettre à mal, les verrouiller, etc.
Oui, Pardon. Parfois, les entreprises peuvent avoir un sentiment de confort parce qu'elles ont mis tout en œuvre en fait pour essayer de se protéger au mieux, mais on ne pense pas toujours aux maillons faibles. Et si on prend le cas spécifique d'un assureur, il peut très bien avoir mis en place des protections relativement performantes, mais travailler avec un courtier peut-être qui a un accès à ces systèmes et qui lui c'est peut-être moins bien protégé, ou un autre type de fournisseur. Je ne veux pas viser les courtiers ici aujourd'hui plus particulièrement, mais on n'a parfois pas tout couvert et ça c'est important dans ce que tu disais. C'est exactement ça, c'est toute la chaîne en fait. Oui. Pour avoir son niveau de sécurité, on ne peut pas le mesurer que soi-même. Aujourd'hui, on ne peut plus le mesurer que par soi-même. C'était peut-être le cas il y a 10 ans, en se disant, voilà, moi je suis sécurisé, donc tout sera être sécurisé. Aujourd'hui, non, il faut être ouvert. Et c'est nécessaire pour le business. C'est nécessaire pour les activités d'être ouvert. Donc, moi, je me mets dans la peau d'un attaquant. C'est comme ça qu'il faut penser aussi dans les scénarios. Est-ce que l'attaquant va chercher à cibler l'entreprise la plus solide, justement, qui bénéficie de niveaux de sécurité très élevés techniques, de niveaux de sécurité organisationnels qui sont bien développés, d'un bon niveau de sensibilisation pour les collaborateurs? Est-ce qu'il va affronter cette muraille, ou il va essayer de passer par des portes dérobées, par des accès détournés à travers un sous-traitant, par exemple? Donc, et c'est vraiment ça, il faut se dire que chaque société a des ressources très importantes, même si on entend souvent dire « oui, mais je ne fais que cette activité-là, je n'ai pas d'importance, personne ne va s'intéresser à moi, je suis au Luxembourg, c'est un petit pays, j'ai une petite activité, personne ne va s'intéresser à moi ». Peut-être pas, justement, parce que peut-être que dans vos clients, dans vos partenaires, vous avez quelqu'un de beaucoup plus gros, ou plus loin, peut-être pas au premier niveau, mais au deuxième niveau, au troisième niveau, il y a peut-être quelqu'un de beaucoup plus important qui peut être ciblé. Donc, par rapport, et c'est vraiment, il faut penser à tous les échelons, et les utilisateurs, les collaborateurs, on a dit que c'est souvent le maillon faible, mais c'est aussi un maillon fort. C'est le moyen peut-être le plus simple, le plus efficace et le plus efficient pour pouvoir protéger son entreprise. Il faut investir en mesures de sécurité, il faut investir en architecture, il faut investir en énormément de choses, mais il faut investir aussi dans ses collaborateurs. Et c'est ça qui est la clé, et c'est là-dessus on va justement pouvoir éliminer beaucoup d'attaques, parce que les attaquants, eux aussi, ont un grand sens du retour sur l'investissement. Au lieu d'essayer de forcer une porte, ils vont simplement demander le mot de passe à quelqu'un. Si la personne répond et lui donne le mot de passe, c'est bon, ils peuvent rentrer. Donc il y a d'autres choses, mais c'est pas aussi simple, mais c'est une première porte qui permet justement, avec les réseaux sociaux, d'avoir un premier contact avec des cibles potentielles. Mais c'est tout un écosystème, et on est tous responsables de la sécurité de l'ensemble de l'écosystème. Et Cédric, tu as parlé de la préparation des entreprises face à ce risque cyber. Et tu as aussi mentionné les procédures, en particulier en cas d'urgence. Et justement, pour les assureurs, il y a, en vertu de Solvabilité 2, une procédure qui est obligatoire, c'est le plan de continuité, le Business Continuity Plans. Et là, Valérie, j'ai envie de vous demander, est-ce que cet outil est assez efficace aujourd'hui pour gérer ce type de crise ? Alors déjà, c'est vrai, c'est une obligation réglementaire, donc il faut en avoir un. Mais c'est bien plus qu'une obligation réglementaire. Un BCP, finalement, c'est quoi? C'est vraiment un manuel de survie en milieu hostile. Et si je reprends ce que Cédric a dit plus tôt, il faut garder aussi une copie papier. Donc c'est un peu provocateur dans un monde où on est tous obligés d'être plus digital, mais de se dire finalement, prenez quand même la bonne vieille copie papier, ça peut vous sauver la vie le jour où il faut l'utiliser. Donc ce plan, il est vraiment important. C'est un plan qui va vous décrire quoi faire en cas de situation de stress et de panique. Vous ne pouvez pas accéder à votre site habituel de production, à votre site habituel de travail, et il faut prévoir des solutions de secours. Et ce qu'on a vu pendant la crise, quand on a analysé la situation a posteriori, c'est que ces plans ne prévoyaient pas finalement le type de situation qu'on a vécu. C'est-à-dire, en général, on part sur une atteinte physique dans son lieu de production, on a un incendie, une inondation, peu importe, et on doit tous se déplacer vers un site alternatif, un ou deux sites alternatifs, et recommencer à travailler de là. Ça, c'est le cas classique qui est prévu dans les BCP. C'est pas ça qu'on a vécu, en fait. C'est du jour au lendemain, on a dû sortir de son site habituel de travail et travailler chacun dans des endroits différents. Vous ne pouvez pas revenir en fait à l'endroit qui était prévu à l'origine. Exactement. C'est ça, le problème. Exactement. Pour des raisons justement, en mars 2020, on ne savait pas non plus comment ça se propageait vraiment. C'était impensable de remettre tout le monde non plus dans l'entreprise, mais ailleurs. Les entreprises allaient bien en fait. Les bâtiments, ils étaient accessibles. Le bâtiment était en parfait état, mais on ne pouvait pas y rentrer par manque de compréhension de la situation. C'est vraiment ça. Et tout à l'heure, tu disais, il y a 10 ans, on s'en serait peut-être pas sorti
aussi bien, c'est la réalité absolue. Donc, les nouvelles technologies nous ont vraiment aidés à passer ce cap, à surmonter cet effet de crise. Il y a 10 ans, on n'avait pas tous ces outils, on n'était pas aussi bien équipés, on n'avait pas chacun un iPad, un portable à la maison, donc on ne s'en serait certainement pas bien sorti. Donc, ces nouvelles technologies, en même temps, elles nous ont aidés, mais c'est aussi une source de menace, comme tu l'as dit plus tôt. Donc, finalement, pour le BCP, pour le CAA, c'est vraiment un outil essentiel. Ce n'est pas juste une obligation réglementaire. C'est vraiment un plan qu'on peut déployer en cas de menace, en cas de stress avéré, et se dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut, dans la panique, commencer à réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. C'est trop tard, en fait. Ce n'est pas le bon moment pour réfléchir. Donc, on doit avoir finaliser tout ça avant, on doit avoir réfléchi avant à ce qu'on peut faire, et tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les entreprises à le revoir de façon régulière. Ça doit être un outil dynamique, un outil intégré dans la gestion de l'entreprise, et pas simplement une obligation réglementaire. On s'est dit, ok, je l'ai fait, donc je suis bon pour 10 ans et c'est parti. Et finalement, le dernier conseil, imprimez-le au moins une fois. Alors. Conseil à garder. Donc, on a parlé du cyber d'un point de vue risque pour les assureurs, et c'est vrai que, faut le dire, les assureurs sont certainement une cible de choix pour les hackers, vu la masse de données qu'ils collectent, mais les assureurs sont aussi des acteurs en matière de réparation de ce risque, avec les produits de cyberassurance. Et j'ai envie de vous demander votre point de vue sur ce sujet, et plus particulièrement sur les ransomware, dont on parle beaucoup depuis quelque temps. Oui, comme le risque cyber est un risque qui est de plus en plus médiatisé, et on le voit, ça monte très haut dans le sondage que tu as fait tout à l'heure, et donc ça montre bien que beaucoup de personnes en parlent, ou beaucoup de personnes en entendent parler en tout cas. Alors, les assurances qui couvrent ce type de risque, c'est l'effet boule de neige, donc on en parle aussi de plus en plus. J'étais il y a un mois à une conférence où on parlait de ces assurances cyber, et où on essaie un petit peu de décortiquer ce qui s'était passé en 2020 au niveau de la sinistralité, au niveau des attaques, les attaques qui avaient réussi, les attaques qui avaient échoué. Et il y avait quand même plusieurs constats qui étaient assez sidérants. Alors, le premier, c'est qu'en 2020, il y a eu une augmentation de 50% des attaques. Pas toujours avec succès, mais en tout cas, les tentatives d'attaque ont fortement augmenté. Ces attaques, dans la majeure partie des cas, elles étaient ciblées. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, on n'essaye pas d'attaquer une entreprise qui ne va pas pouvoir payer une rançon, ou qui n'en aura pas les moyens. Et ensuite, on essaye d'attaquer le maillon faible dans la chaîne. Ça ne sert à rien d'aller attaquer une entreprise qu'on sait super protégée. On ne va pas y arriver. Donc, le maillon faible est plutôt touché. Et ensuite, un autre constat qui était intéressant, c'est qu'apparemment, il y a une activité jamais observée sur le dark web, sur des sites qui proposent en fait des petits protocoles du parfait hacker, donc qui vous permettent finalement de déclencher des attaques avec un protocole qui vous est fourni. Et là, on peut dire alors que la menace, elle n'est pas dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans, la menace, elle est imminente. Donc c'est un risque qui est avéré. Et un autre constat intéressant dans cette analyse de la sinistralité, c'est que la majeure partie des paiements des assureurs à leurs assurés ont été faits sur des rançons, en fait. Bien sûr, c'est une étude qui était une étude mondiale. Alors, les chiffres, ils sont fortement tirés par les États-Unis, qui est quand même le plus grand marché de l'assurance. Mais malgré tout, la discussion, elle a aussi lieu au niveau européen. Au Luxembourg, le paiement des rançons ne serait pas permis dans un contrat d'assurance, mais nos assureurs le vendent aussi de façon importante à l'étranger, dans d'autres pays européens. Au-delà du caractère éthiquement discutable de rembourser une rançon, on peut aussi se poser la question sur l'efficacité. Vous payez un criminel. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de code de conduite. Donc, qu'est-ce qui vous assure que finalement, vous allez récupérer l'accès à votre système? Rien du tout. Donc, est-ce que c'est efficace? Il semble que ce ne soit pas efficace, que dans un certain nombre d'attaques, finalement, la victime n'a pas pu récupérer, même après le paiement de la rançon, n'a pas pu récupérer l'accès à ces systèmes. En outre, il y a des attaques de plus en plus sophistiquées qui sont opérées. Donc d'abord, on commence par vous voler vos données privées, et puis ensuite, on bloque votre système. Donc vous payez une première rançon, on vous débloque le système. Et ensuite, vous vous rendez compte que vos données privées, les données privées de vos clients, ont été aussi volées. Et donc là, vous devez payer une deuxième rançon pour récupérer ces données.
Donc, efficace, payer une rançon au commissariat, on ne croit pas. Maintenant, on reconnaît que dans certains cas, il n'y a plus que ça à faire. Mais avant ça, il y a bien d'autres choses à faire. Il y a augmenter ces systèmes de prévention. Il y a essayer d'utiliser des backups. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que des spécialistes peuvent recommander avant d'en venir à ce qui doit finalement être la solution la plus ultime et la plus extrême, qui est rembourser le client qui a dû lui-même payer la rançon. Donc, c'est pas en tout cas la solution qu'on préconiserait en premier lieu. Et encore une fois, parce que ça semble vraiment pas efficace dans un grand nombre de cas qu'on a observés. Cédric, ton Oui, expertise. je suis sur entièrement ce d'accord. point. Mieux vaut prévenir que guérir. Payer ne garantit rien. Payer donne peut-être un espoir potentiel de récupérer les données, mais derrière, il faut reconstruire le système d'information. Et ça, payer, ça ne fera jamais rien. C'est un espoir de récupérer, mais vraiment... Enfin, c'est difficilement concevable quand même de se dire notre stratégie repose sur le paiement d'une rançon. C'est pas ça qui va assurer la survivabilité de l'activité de l'entreprise. Donc c'est pas le meilleur plan. Donc ce qu'il faut vraiment se dire, c'est on se met dans la stratégie de notre capacité de reprendre l'activité dépendra de tous les efforts qu'on aura fait en amont. On a parlé du plan de continuité, vous avez parlé des backups, on a parlé de la sensibilisation. C'est toutes ces actions-là, la préparation où le jour où il faut réagir, là on aura su comment réagir et on saura pouvoir redémarrer, parce qu'il y a toute une économie des attaquants qui se met en œuvre et qui est vraiment organisée avec, comme je l'avais expliqué, des gangs qui se spécialisent et qui revendent des accès, des outils clés en main avec un support fonctionnel derrière. Donc il faut vraiment se préparer à être une cible opportuniste. Il faut se préparer aussi à être une cible ciblé dans le sens où l'attaquant veut vraiment obtenir des informations ou vous extorquer des données ou causer du mal. C'est une question de préparation. Et c'est pas le jour où il se passe quelque chose qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire. C'était bien en amont qu'il faut pouvoir le faire. Parce que là, on a le temps de le faire. On a le temps de se préparer, on a le temps de nouer les contacts. Le jour où il faut agir en urgence, c'est d'autres mécanismes qui se mettent en jeu et chaque seconde est importante. Et on n'a pas ce luxe-là à ce moment-là. Olivier, quelque chose à ajouter? Oui, je crois que les termes du débat, ils sont bien posés parce que je pense qu'à la fois, on peut comprendre si on se place du point de vue d'une entreprise qui a subi une attaque et qui n'était peut-être pas suffisamment préparée, le fait de vouloir être aidé par son assureur, c'est son rôle, aussi d'aider nos clients quand ils subissent un préjudice ou un sinistre. Donc de vouloir être aidé à ce moment-là. Puis on comprend bien aussi les effets, là, si on se projette plus à plus long terme, en fait, c'est pas une stratégie qui va être payante. Donc après, voilà, donc une fois qu'on a posé les termes de ce débat-là, c'est quoi la solution? Alors bon, évidemment, toujours de se préparer et d'anticiper pour éviter de se retrouver, entre guillemets, le couteau ou le clavier sous la gorge et devoir payer des rançons. Ensuite, il y a soit l'outil de la régulation. La régulation peut être très claire en disant c'est interdit, on n'autorise pas, par exemple. Comme ça, au moins, ça met une règle de jeu qui est simple. Mais voilà, est-ce que c'est homogène selon les pays, etc. Et puis après, je pense que c'est un enjeu qui se pose au secteur de l'assurance dans son ensemble. Donc moi, j'ai une formation d'économiste. À la base, en économie, on s'intéresse beaucoup à la théorie des jeux et au phénomène du passager clandestin. Donc on comprend que l'équilibre, il est difficile à trouver parce que l'intérêt, quasiment, ce serait que tous les assureurs refusent de payer la rançon. Puis moi, j'ai un comportement d'assureur, j'entre sur un marché plus opportuniste et je propose ça pour me démarquer de la concurrence. Donc voilà, donc les équilibres, ils sont compliqués à trouver, mais en tout cas, effectivement, c'est certainement une approche du secteur dans son ensemble pour avoir une position alignée et cohérente. Et une nouvelle fois, quand on fait de la prospective, on se projette à long terme. Il y a peut-être des stratégies qui peuvent sembler payantes à très court terme pour un coup en ce moment, mais si on projette à long terme, effectivement, c'est pas une stratégie gagnante que d'aller finalement nourrir les attaquants d'aujourd'hui qui seront peut-être encore plus puissants demain, etc. Et il y a un point en fait sur le risque cyber en particulier, mais ça fonctionne également pour le risque climatique, c'est que c'est Valérie qui l'a dit, je crois, c'est un risque avéré, le cyber. Et c'est vrai, c'est un risque avéré déjà maintenant, on n'a pas besoin d'attendre un horizon à 2 ans ou plus, mais c'est ça qui fait en fait la caractéristique des risques émergents, et ça apparaissait d'ailleurs, je crois, au début dans la définition sur le slide, c'est que c'est des risques qui comportent une grande part d'inconnu. Et qui peut dire un peu aujourd'hui, que ce soit en cyber ou en climatique, jusqu'où ça va aller. Et c'est pour ça qu'ils vont certainement apparaître encore longtemps dans les classements, même si on vit déjà aujourd'hui les effets de ces risques, cyber, changement climatique ou d'autres. Pourtant, on est parfaitement incapables tous de dire ce qui nous attend dans quelques années. Alors, on arrive
au terme de cet échange. Et bon, on a fait quand même pas mal de constats négatifs. Il y a eu quelques notes un peu plus positives, mais j'aimerais quand même qu'on finisse sur une note un peu plus, je ne vais pas dire légère, ça ne sera pas le cas, je pense, mais un peu plus positive. Donc, est-ce que vous pourriez, chacun de vous, me donner une raison d'être positif? Moi, je peux commencer, si vous voulez. Oui. Le risque cyber est aujourd'hui considéré comme un risque d'entreprise. Et d'en parler comme on en parle là, d'en parler, que le sujet soit porté aujourd'hui par les différents panélistes, et soit porté par l'ACA, et soit porté par l'ensemble des chefs d'entreprise, est pour moi le changement majeur. Les professionnels de la profession, je vais dire, parlent des mesures de sécurité de base, les backups, la sensibilisation, depuis très longtemps déjà, depuis toujours. Et en fait, on peut se dire, mais qu'est-ce qui a changé? Il y a une chose qui a changé, c'est sûrement la plus importante, c'est l'attention du top management. L'attention des comités, des conseils d'administration des entreprises. C'est ça qui change tout. Ça vient du haut, il y a une prise de conscience par le top management du risque cyber et de l'impact sur son activité, sur son business, sur ses clients. Et c'est ça qui change vraiment toute la donne. Et je le répète 3 fois, c'est majeur en fait. D'en parler et une prise de conscience. Olivier? Oui, alors on peut toujours avoir. Enfin, moi j'ai une nature plutôt optimiste, donc après c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein? On est en train, une fois j'espère, de sortir d'une crise majeure qu'on aura du coup traversée. C'est intéressant de noter que les assureurs ont été particulièrement sous pression durant cette crise, mais c'est aussi un élément positif de dire voilà, quand il y a une crise majeure, on se retourne aussi vers les assureurs parce qu'on sait que c'est un maillon essentiel pour pouvoir en sortir. Donc ça, je pense, c'est une manière aussi de positiver. Comme je le disais en introduction, chez mes amis qui font de la prospective, un des constats, un consensus, c'est le fait qu'on va rentrer dans une ère de crise à répétition avec davantage d'incertitudes. L'incertitude, c'est aussi la matière première de notre business. Donc, on va peut-être rentrer dans une forme d'âge d'or aussi de l'assurance, en tout cas de son rôle dans la société. Parce que ce qu'a montré aussi la crise, c'est que le besoin de protection, il a considérablement évolué. On a vu des études aussi sur les plus jeunes, même en santé. Alors, ils se tournent à la fois vers l'État, ce qui est naturel, mais aussi vers des acteurs privés. Il y a l'ensemble des parties prenantes qui peuvent être là pour faire face à cette incertitude. Donc ça, je pense aussi, c'est un élément qu'on peut regarder avec optimisme parce qu'il y a beaucoup d'expertises qui sont développées par les assureurs. Et puis, ce qu'on oublie aussi parfois peut-être de rappeler, vous savez que dans l'assurance, on parle souvent de dire on a un noble purpose, quoi. Donc effectivement, c'est ça que nous, on est là pour aider, pour assister lorsqu'il y a un incident qui se manifeste. Donc c'est vrai quand c'est des problématiques socio-économiques, pour jouer un rôle de stabilisateur économique. C'est aussi vrai dans d'autres secteurs. Et puis, on a aussi des services innovants qui sont en train de se développer. Moi, c'est aussi cette note-là que je voudrais souligner. Alors, je sais qu'en plus, il y a beaucoup d'innovation, d'écosystèmes de start-up ici aussi au Luxembourg. Donc, c'est intéressant, je pense, d'y faire référence. Mais on a tout un secteur qui est en train de se développer, par exemple, autour de l'assurance paramétrique. Donc, le fait de pouvoir construire des contrats qui sont plus souples, plus automatiques. L'exemple, c'est je suis un agriculteur, je peux conclure un contrat avec un assureur et si par exemple il y a un épisode de gel qui est enregistré soit par une image satellite, par un capteur au sol ou par une autre donnée tierce de confiance, je vais être indemnisé automatiquement. Donc c'est à la fois plus fluide dans la relation client-assureur, donc ça peut contribuer à aussi remonter un petit peu le niveau de confiance en direction du secteur de l'assurance. Et puis c'est aussi des marchés où on va pouvoir faire davantage de prévention, mieux accompagner le client. Et enfin, on sait aussi que ça attire des nouvelles catégories de collègues qui sont sur des matières un petit peu différentes, sur de la datation, ce genre de choses. Et peut-être juste ce que je voudrais dire en conclusion, aussi peut-être par rapport à la thématique de notre débat, action, réaction, comment on gère les grands risques. Finalement, moi, je trouve que l'ensemble de nos discussions, ça montre aussi action et réaction, évidemment les deux, on fait fromage et dessert, mais aussi, je pense, anticipation. Je pense que c'est ça qui a été rappelé à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on peut anticiper, comment on peut se préparer à des risques qui pourraient apparaître, peut-être en les scénarisant et en imaginant les meilleures réactions à adopter à l'avenir. Valérie? Oui, rapidement pour conclure, parce que beaucoup de bonnes choses ont déjà été dites. On n'était pas ici pour se faire peur, simplement. On est simplement ici pour essayer de voir ce qui peut nous menacer dans le futur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut éviter?
ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais alors comment peut-on réduire les impacts de ce qui va nous arriver. Donc c'est simplement le but de ces discussions, du travail que fait Olivier pour se projeter dans le futur et du travail que fait Cédric pour éviter finalement des menaces. Donc beaucoup de choses positives ont été dites et peut-être qu'on peut conclure en disant que le métier de l'assureur, ça a toujours été ça. Ça a été ça de tout temps. De regarder l'environnement dans lequel il évolue, de regarder le monde qui l'entoure, de voir ce qui pourrait arriver et comment on pourrait développer des solutions, des garanties qui donnent du sens pour les clients et qui permettent aussi à l'entreprise de se développer de façon durable tout en ayant un impact positif pour la société. Et s'il y a un risque qui touche en ce moment le secteur de l'assurance à Luxembourg, un autre type de risque, c'est le manque de talent et la difficulté qu'on a d'attirer des jeunes vers le métier de l'assurance. Si vous interrogez les tranches d'âge les plus jeunes sur qu'est-ce que vous cherchez comme type de travail, qu'est-ce que vous voulez que votre travail vous apporte, ils vont tous vous dire on veut avoir un impact positif pour la société. Et là, j'ai envie de dire bienvenue, c'est ça qu'on fait en fait. Donc on essaye d'aider la société à se développer tout en proposant des garanties qui donnent du sens. D'accord. Merci pour ces mots de conclusion qui nous permettent de terminer sur une note d'optimisme. Et surtout, merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Alors, avant de clore la session, j'aimerais encore donner à notre audience le résultat des 2 dernières questions que j'avais posées sur la plateforme. Alors, à la question sur le niveau d'anticipation de votre compagnie par rapport aux risques émergents, vous étiez 7% à nous avoir dit qu'il n'y avait aucune anticipation, 15% à juger le niveau très peu satisfaisant, 16% à avoir répondu peu satisfaisant, 33% à estimer qu'il est plutôt satisfaisant, 21% satisfaisant et enfin 8% très satisfaisant. Donc, disons que la plus grande partie d'entre vous a donné la moyenne. Et la dernière question posée portait sur le risque que vous jugiez le plus sous le radar au sein de votre compagnie, c'est-à-dire le risque le plus sous-estimé quant à ses impacts potentiels. Alors, parmi les risques proposés, c'était les mêmes que vous aviez eu à classer par ordre de préoccupation. C'est le risque de disruption du secteur de l'assurance qui est arrivé en tête. Et par disruption, il s'agissait de l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs qui rendraient le modèle de l'assurance tel qu'on le connaît aujourd'hui obsolète. C'est un résultat qui, je trouve, est vraiment très intéressant. Et on n'a plus le temps d'en débattre aujourd'hui, mais pourquoi pas une idée de sujet pour les prochains ACA Insurance Day 2022. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura apporté des points de vue nouveaux et intéressants sur le sujet des risques émergents. Nous l'avons entendu dans les mots de nos panélistes, notre secteur a un premier rôle à jouer sur ce thème. Alors à nous, membres de la communauté de l'assurance, d'écrire le script et de le jouer. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis et vous dis à bientôt. Adrien, à toi le studio. Merci à nos experts pour toutes ces bonnes raisons de rester optimistes. À mon tour désormais d'aller interviewer Stéphanie Hein dans notre In Discussion With. Stéphanie est Investment et Finance Manager chez Willins. Elle va tout nous dire sur le private equity en assurance. Comment cette classe d'actifs répond-elle aux attentes des investisseurs? Quelles sont les perspectives et challenges pour notre secteur? À tout de suite, en présence de Stéphanie. Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Adrien. Bienvenue dans notre format In Discussion With. J'ai le plaisir aujourd'hui de t'accueillir. Tu es Investment et Finance Manager chez Willins, l'entité du groupe Foyer qui commercialise des contrats d'assurance vie en libre prestation de services, en LPS. Avec Stéphanie, aujourd'hui, nous allons parler de private equity, sujet que tu maîtrises parfaitement, c'est toi qui me l'as dit,
car au day-to-day, tu dois gérer un certain nombre de problématiques très variées, que tu vas d'ailleurs nous dévoiler sans plus attendre. Et j'ai une première question pour toi. Déjà, quand on parle de private equity, de quel type d'actifs parle-t-on? Est-ce que tu pourrais déjà resituer pour notre audience de quoi on parle? Alors, d'une part, on parle des actions et des obligations non cotées, et d'autre part, les fonds de private assets qui investissent dans ces actions et obligations non cotées. Les actions et les obligations non cotées se caractérisent par leur absence de liquidité, dans la mesure où il n'y a pas de marché, et une absence d'information publique. Les fonds de private assets sont eux aussi illiquides et se caractérisent par une période de lock-up, c'est-à-dire de blocage des fonds d'investissement pendant plusieurs années. Ces actifs peuvent être utilisés comme sous-jacents de contrats d'assurance vie dans des fonds dédiés dont la gestion discrétionnaire est confiée à un gestionnaire d'actifs ou dans des fonds d'assurance spécialisés, le plus souvent de type D et plutôt pour des investisseurs avec des profils dynamiques. Ok. Donc si je comprends bien, on a d'un côté tout ce qui est actions, obligations non cotées, de l'autre côté les fonds de private assets. Est-ce que toi, par rapport aux clients à qui tu distribues ces produits, tu vois certaines préférences, soit culturelles ou autres? Oui, effectivement, selon le contexte réglementaire ou la culture financière locale dans lesquelles évoluent nos clients, on remarque des tendances, donc on va rester sur des généralités, mais ce qu'on observe, c'est que les Français ont plutôt tendance à investir dans les fonds de private assets, alors que les Nordiques, et en particulier les Suédois, ont plus de goût, plus d'affinité avec les actions et les obligations non cotées. Donc ce constat était très marqué il y a encore quelques années, il tend à s'estomper, notamment à cause de changements, d'évolutions réglementaires et d'évolutions fiscales. La conséquence pour les compagnies d'assurance, c'est qu'environ 3/4 des demandes qui nous arrivent portent sur des investissements dans des fonds de private assets. Okay. Donc si je comprends bien, en tout cas pour le Luxembourg, on va vraiment parler de assurance vie et de fonds private assets. Oui. Et qu'est-ce qui explique du coup leur succès? Pourquoi est-ce qu'on en a autant? Alors c'est vrai que ce n'est pas un mariage évident, hein. Le monde du private equity et le monde du contrat d'assurance vie, il n'y a pas d'évidence, mais en réalité ces deux éléments combinés fonctionnent très bien ensemble. Pour commencer avec le contrat d'assurance vie, donc outre ces grands avantages qu'on cite régulièrement, je vais quand même les reprendre, le triangle de sécurité, qui a un régime de détention des actifs très protecteur pour le client, les avantages fiscaux qui sont souvent associés à la détention d'un contrat d'assurance vie, et la portabilité du contrat, c'est-à-dire le fait que quand un client change de pays de résidence fiscale, le contrat peut le suivre dans son nouveau pays. Donc, outre ces avantages-là, le contrat d'assurance vie, ici à Luxembourg, offre une grande flexibilité, que ce soit dans le choix du support, donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fonds dédié ou le fonds d'assurance spécialisé, que dans le choix des actifs sous-jacents. Qu'est-ce qui permet ce large choix d'actifs sous-jacents? C'est qu'en fait, chaque client porte son risque. Il y a vraiment une ségrégation entre les actifs du contrat de M. A et les actifs du contrat de M. B. Comment fonctionne notre schéma? À chaque contrat d'assurance est associé un ou plusieurs comptes bancaires, donc un ou plusieurs selon la façon dont on veut structurer le contrat d'assurance vie. Et c'est sur ces comptes bancaires que sont déposés les actifs. Donc si les actifs du contrat de M. A ne performent pas bien ou sont illiquides, ça n'a aucun impact sur les actifs du contrat de M. B. Donc ça, c'est pour les avantages du contrat d'assurance vie. Donc, les familles fortunées en Europe et même au-delà sont très bien conseillées par des family office ou des gestionnaires d'actifs. Elles connaissent les avantages du contrat d'assurance vie et l'intérêt de se tourner vers les compagnies d'assurance à Luxembourg. Ces mêmes clients évoluent dans un milieu, dans des cercles qui favorisent l'intérêt et l'appétit pour les investissements en private assets. Okay. Qu'est-ce qu'ils trouvent Qu'est-ce qui les amène vers ce type d'actifs? Je dirais en un, c'est la vision long terme, le fait de faire fructifier son capital sur le long terme. Deuxièmement, des rendements attendus, espérés, plus importants que la moyenne des marchés financiers, avec une volatilité moindre et des rendements surtout décorrélés de ceux des marchés. Justement, sur cette partie investissement décorrélé des marchés, est-ce que tu aurais peut-être un exemple à nous partager, si tu as ça en tête? Oui, alors j'ai un exemple qui me vient. Tu as peut-être déjà voyagé dans le sud de l'Espagne, la Costa del Sol. Bien sûr.
Donc, je ne sais pas si tu avais loué une voiture ou tu avais voyagé par un autre moyen, mais en tout cas, le long de la côte, il y a 2 routes. Il y a une route qui est bien encombrée, qui n'est pas en très bon état, mais qui est gratuite. Et il y a une autre route à péage, sur laquelle on peut circuler beaucoup plus vite et de façon beaucoup moins fatigante, de façon beaucoup plus aisée. Ouais. Donc, j'ai l'exemple qui me vient en tête d'un fonds de private assets qui, en co-investissement, détient une portion de cette route à péage. Et j'avais vu les chiffres de rendement, je peux dire que c'était très intéressant. Et quelles que soient les évolutions sur le marché, donc ça monte en pic ou que ça se casse un petit peu la figure, les gens continuent à utiliser très fortement cette route. Donc on peut vraiment parler d'un actif décorrélé des marchés financiers. Donc c'est un investissement décorrélé des marchés, également investissement qui fait du sens. C'est vrai que je suis assez friand, je pense notre audience aussi, d'exemples comme ça. Donc, pour illustrer vraiment de quoi on parle quand on parle de private assets, si tu peux encore nous donner des exemples. Oui. C'est vrai, ce qu'on sent beaucoup, et ça rebondit un peu sur ce qui s'est dit aussi sur le panel précédent, c'est que les gens sont de plus en plus à la recherche de sens, aussi dans leurs investissements. Bien sûr. Investir dans le réel, dans des solutions qui viennent combler un vide peut-être dans l'offre actuelle, et dans des secteurs qui leur parlent. Donc, peut-être il y a des secteurs qui vont te parler à toi, Adrien, qui vont moins me parler à moi. Les secteurs de l'immobilier, par exemple. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, parce que je ne sais pas si tu as déjà eu l'expérience, mais quand on cherche à trouver un locataire pour un bien immobilier, les défis qui se présentent, c'est trouver un locataire qui est solvable, qui va bien entretenir le bien pendant le temps qu'il va le louer, et qui va payer ses loyers. Qui va payer ses loyers, exactement. Et qui, surtout sur le long terme, pour éviter, vous savez, ces périodes de flottement pour lesquelles il n'y a pas de locataire. Donc, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple d'un fonds qui détient un très gros bâtiment un petit peu à l'extérieur de Washington, D.C., qui est loué par l'administration aux États-Unis, l'administration américaine. Donc là, il n'y a pas de problème de solvabilité. On est vraiment sur du long terme et l'entretien du bâtiment est fabuleux. Donc, on est vraiment sur un actif décorrélé des marchés à nouveau, qui offre des garanties importantes et décorrélées des marchés, et qui font du sens pour des personnes intéressées dans le real estate. Pour d'autres personnes, peut-être le secteur de la santé va faire plus de sens. Il y a pas mal de sociétés qui se positionnent aujourd'hui sur des solutions qui se veulent innovantes et qui visent à améliorer le quotidien, la qualité de vie des personnes qui souffrent de maladies chroniques, comme le diabète par exemple. Il y a quelques années aussi, on voyait beaucoup de sociétés positionnées sur des solutions innovantes pour faciliter les réunions en ligne. Donc, c'est des solutions dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Donc, ça vient du monde du private assets. Si on sait aujourd'hui qu'une grande partie de notre avenir se passe au-dessus de nos têtes dans l'espace. Donc, si Adrien, si ça t'intéresse, l'exploration spatiale ou les constellations de satellites, sache qu'il y a une offre de private assets, de fonds de private assets qui te permettent de participer à cette aventure. On parle aussi beaucoup des changements climatiques. Il y a des sociétés qui sont positionnées dans le financement de projets qui visent à ralentir le changement climatique ou apporter des solutions innovantes qui vont aider dans les évolutions à venir. Super, merci pour ces exemples très concrets de compatibilité entre investissement en private assets, et également contrat d'assurance vie luxembourgeois. C'est vrai que je pense que notre audience l'a également constaté. On peut lire partout dans la presse de nombreux articles sur le private equity. Tu as déjà en partie répondu, mais qu'est-ce qui fait que ça marche si fort en ce moment ? Alors c'est vrai, impossible de consulter une revue financière sans tomber sur un article de nos jours. Ce qui fait que qu'on en parle beaucoup, c'est qu'il y a une offre qui est de plus en plus importante. Vraiment, le private asset, ça explose en Europe et notamment à Luxembourg. Ce qui a favorisé cette évolution et le fait que le Luxembourg a réussi à prendre une place importante sur ce créneau, c'est notamment l'apparition de la société en commandite spéciale il y a quelques années, qui a plu aux acteurs par ses ressemblances avec la structure anglo-saxonne et le fait que ça correspond assez bien aux besoins des investisseurs et des maisons de fonds. Donc ça marche vraiment très fort et on peut vraiment se réjouir que ça soit autorisé en termes de sous-jacent pour les contrats d'assurance vie. Pour donner quelques chiffres, en 2020, c'est 100 milliards d'euros qui ont été levés en termes de fonds auprès des investisseurs. 100 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2015, 5 fois plus qu'en 2009-2010. Donc là, on retrouve des montants de fonds levés d'avant la crise des subprimes.
Et ce qu'on sait peut-être peu, en général, c'est que 10% de ces fonds sont levés auprès de compagnies d'assurance. Et si on fait le focus sur le groupe de pays France plus Benelux, ce n'est pas 10%, mais 20%. C'est vraiment important. Et si on fait un focus sur Luxembourg, est-ce que tu arriverais à nous donner une illustration de cette tendance, de ce dynamisme du private equity? Oui, alors même s'il n'y a pas de statistiques officielles, ce qu'on observe dans la pratique, il y a toujours eu des demandes d'investissement pour ce type d'actifs, mais depuis quelques années, 2017-2018, on a vraiment une augmentation significative chaque année de l'ordre de 40%. Donc, en 2018, en 2019, en 2020, on a doublé les montants d'investissement comparé à 2019. En 2021, l'année n'est pas encore terminée, mais on va encore doubler les montants d'investissement de 2020. Donc, on a vraiment une tendance forte qui fait que les compagnies d'assurance, pour la plupart, se retrouvent avec un stock d'actifs privés qui a fait x4, x5 en quelques années. Alors là, on a dit beaucoup de choses positives, mais qu'est-ce qui pourrait, selon toi, être une limite à ces investissements? Alors, je ne parlerai pas à proprement parler de limites, mais plutôt de choses qui sont bonnes à savoir et à garder à l'esprit quand on se lance dans ce type d'actifs. Je dirais la première chose à garder en tête, c'est qu'on doit avoir une vision de long terme. On doit pouvoir se projeter sur le long terme pour ce type d'actifs. Par exemple, si un fonds de private assets indique un horizon d'investissement de 10 ans, on ne pourra pas faire une bonne opération si on décide de sortir du fonds au bout de quelques semaines ou de quelques mois. C'est une première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de garantie de capital. Donc, il peut y avoir des pertes financières. Et je dirais enfin, la troisième chose à savoir, c'est que, notamment dans le cadre de l'utilisation en tant que sous-jacent d'un contrat d'assurance vie, les prestations d'un contrat d'assurance vie peuvent devenir exigibles en cas de demande de rachat, en cas de décès. Les actifs, ils restent illiquides. Et pour les compagnies d'assurance vie, qu'est-ce que tu verrais comme défi, challenge pour aujourd'hui, et si on se projette un peu plus, même pour à moyen terme? Un peu plus long terme. Donc, pour rester sur le sujet private assets, pour toute entreprise en général, mais là, ici pour les compagnies d'assurance, un des défis dans l'immédiat, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Notamment pour l'onboarding d'actions ou d'obligations non cotées, se posent des questions un peu plus particulières que pour l'onboarding de fonds de private assets. Donc c'est important d'avoir les bonnes personnes, les bonnes expertises réunies autour de la table. Notamment pour les compagnies d'assurance qui sont actives dans plusieurs marchés, c'est important d'avoir à la maison des personnes qui ont la connaissance des réglementations fiscales, des contrats d'assurance, mais aussi des sous-jacents. Donc, je dirais que ça, c'est un premier défi. Il y a aussi, je dirais, sur ce premier défi, il faut avoir aussi les bonnes personnes et un bon département compliance. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui se sait vraiment, mais les actifs sous-jacents des contrats d'assurance vie, quand ils deviennent sous-jacents du contrat d'assurance, deviennent la propriété de la compagnie d'assurance. Ils sont en dépôt dans des comptes qui sont ouverts au nom de la compagnie d'assurance. Et c'est la compagnie d'assurance, donc le département compliance, qui fait tout le travail de vérification, l'origine des fonds, tout l'AML, pour s'assurer que tout est en conformité avec la réglementation. C'est en aucun cas délégué ni aux banques dépositaires, ni aux fonds de private assets. Donc, pour le premier point, les expertises. Deuxième point, ces équipes, elles doivent pouvoir exécuter les demandes d'investissement rapidement. Parce qu'il y a toujours des calendriers serrés dans ce monde du private assets, que ce soit pour les tours de financement ou pour les closings des fonds d'investissement. Donc, en aucun cas, la compagnie d'assurance peut empêcher les investissements de se produire. Il faut pouvoir réagir vite. Le troisième défi, je dirais quand ces différents mondes se côtoient et travaillent ensemble, pour les compagnies d'assurance et les banques dépositaires, je dirais travailler encore davantage avec les fonds de private assets pour comprendre davantage et mieux travailler ensemble. Donc ça, je dirais, ça c'est une chose. Et puis les fonds de private assets ont aussi besoin de comprendre davantage pourquoi, la façon dont on travaille, nous, les compagnies d'assurance. Donc je dirais qu'il y a besoin de monter en compétences conjointes du savoir-faire commun. Et enfin, en dernier défi, je dirais c'est le défi permanent, le défi pour la place financière, c'est de rester dans le coup, de rester compétitif, notamment par rapport à ce qu'offrent les autres pays étrangers. Donc, je pense que pour ce point, on peut faire confiance à notre régulateur et au support de l'ACA.
J'en viens au titre, parce que c'est comme ça en fait qu'on a annoncé notre interview In Discussion With et qu'on a détaillé notre programme. En ce qui concerne le private equity, sommes-nous face à un miracle ou à un mirage? C'est la question qui se pose. Alors, je ne parlerai pas de mirage, parce que les contrats d'assurance vie ont fait leur preuve depuis longtemps ici à Luxembourg. Pareil pour les fonds de private assets, hein, les rendements sont là. Ils ont montré aussi leur résilience en période de turbulence. Donc, en aucun cas un mirage, et je ne dirais pas non plus un miracle, parce que tout ce dont on a parlé ce matin, tout ce qu'on a évoqué, c'est vraiment le fruit de beaucoup de travail et d'expertise combinée de différents métiers, donc sur toute la chaîne, hein, les family office, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, banques dépositaires, fonds de private assets. Donc je dirais en aucun cas un miracle, mais beaucoup de travail. Très bien. Du coup, comme tu l'as dit, là, si je comprends bien, donc pas de miracle, pas de mirage, mais un savoir-faire collectif dans un cadre réglementaire adapté. Et c'est là, je pense que la clé réside, c'est que ce cadre réglementaire doit continuer à rester le plus compétitif possible. Exactement. Écoute, on arrive au bout de cette discussion. Je te remercie pour ta disponibilité, pour cet échange. Merci Adrien. Puis d'avoir répondu également à toutes mes questions. Je te souhaite une très très bonne journée. Merci, toi Bientôt. aussi. Merci à tous qui nous suivez toujours plus nombreux. Vous étiez plus de 1300 à vous être inscrits à ces webinaires des ACA Insurance Days 2021. Je vous en remercie, je vous félicite. J'espère que vous avez apprécié ces 2 matinées en notre compagnie. L'heure est venue de nommer, comme je vous l'avais précisé en début de webinaire, les vainqueurs de l'ACA Challenge. Ces derniers auront le plaisir et l'honneur de recevoir des invitations pour la session académique et le dîner. Vous pourrez lire ces 3 vainqueurs, en tout cas leur nom, dans le chat qui s'affiche actuellement sur votre écran. Merci également de répondre à notre sondage pour évaluer la qualité de notre webinaire. On se retrouve déjà après-demain, jeudi 25 novembre, pour notre session académique en présence du ministre des Finances du Luxembourg, Pierre Gramegna, du directeur du commissariat aux assurances, Thierry Flamand, et de notre keynote speaker de renommée internationale, Inga Bill, première femme CEO Deloitte of London. En attendant, n'oubliez pas de voter pour la start-up de votre choix. Vous avez jusqu'à mercredi 24 novembre pour voter. De visiter les stands de nos sponsors, partenaires et start-up qui vous attendent patiemment. Et surtout, interagissez avec les autres participants. Profitez de notre plateforme. Je vous dis à jeudi et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.